Bienvenue sur votre chaîne École du Futur, c'est Moussa Diallo, professeur de SVT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'aborder avec vous la correction d'un exercice qui porte sur le programme de Terminal S sur le réflexe myotatique. Sans plus tarder, je vais lire l'exercice, puis à la fin de la lecture, nous allons procéder à la réponse aux questions. L'exercice est le suivant. On cherche à préciser le circuit nerveux qui intervient dans le réflexe myotatique. On propose le dispositif expérimental représenté par le document 1 avec lequel on réalise une série d'expériences. Voici le document 1. Expérience, on vous dit, on utilise le dispositif expérimental présenté par le document 4. Voici le document 4, chers élèves. Dans un premier temps, on applique à l'aide de deux électrostimulatrices une stimulation électrique efficace sur la fibre sensitive IA, issue du muscle extenseur. Voici la fibre sensitive IA, issue du muscle extenseur. Donc, voici le muscle extenseur, voici la fibre et voici la stimulation effectuée à l'aide des électrodes stimulatrices. On enregistre au niveau des oscilloscopes O2 et O3 l'activité électrique des fibres des motoneurones N1 et N2 dirigées vers le muscle extenseur et le muscle fléchisseur. Voici le muscle extenseur, comme je vous l'avais présenté, et voici le muscle fléchisseur. Voici les motoneurones N1 et N2. Donc, l'oscilloscope O2 est placé sur N1. L'oscilloscope O3 est placé sur N2. On enregistre les enregistrements présentés dans le document 4. Et vous avez les enregistrements dans le document 4. C'est les enregistrements F et les enregistrements G. Dans un deuxième temps, on applique sur la même fibre IA une série de stimulations rapprochées et efficaces. On obtient au niveau de O2 et O3 les enregistrements G présentés dans le document 4. Voici le document 4. Question. En exploitant les données de l'expérience 4 et en utilisant vos connaissances, petit a, expliquez comment les phénomènes électriques qui se propagent au niveau des corps cellulaires des motoneurones N1 et N2 sont à l'origine des enregistrements F et G du document 4. Petit b, représenter un schéma de synthèse légendé représentant tous les éléments anatomiques et le circuit nerveux mis en jeu. Alors, chers élèves, il faut bien lire la question là et essayer de la reformuler pour pouvoir bien répondre. On vous dit expliquer comment les phénomènes électriques. Déjà, les phénomènes électriques sont les potentiels d'action ou bien les potentiels post-synaptiques qui se propagent au niveau des corps cellulaires N1 et N2 sont à l'origine des enregistrements F et G du document 4. Autrement dit, cette question revient à dire expliquer pourquoi on a obtenu à ce niveau-là, on a obtenu les enregistrements F, pourquoi on a obtenu ces enregistrements-là et pourquoi on a obtenu ces enregistrements de G. Donc, avant de répondre à ces questions, identifions d'abord ces enregistrements. Vous voyez que au niveau de F, nous avons enregistré deux potentiels de repos de même amplitude, moins 70 mV. En O2 qui est placé sur N1, on enregistre un potentiel de repos de moins 70 mV. En O3, placé sur N2, on enregistre un autre potentiel de repos de moins 70 mV. Maintenant, regardez bien les enregistrements de G. Enregistrement au niveau de O2, c'est un potentiel d'action d'amplitude plus 70 mV. Au niveau de O3, on enregistre
un potentiel de repos de moins 70 millivolts. Donc, vous avez 3 potentiels de repos et un potentiel d'action. Donc, suivez bien pourquoi on a enregistré ces 2 potentiels de repos. En effet, chers élèves, quand une stimulation efficace a été effectuée à ce niveau-là, l'effet s'est propagé jusqu'au niveau, le courant biologique a circulé jusqu'au niveau, en réalité, de cette substance grise de la moelle épinière. Mais puisqu'il s'agit de 2 muscles, regardez, un muscle extenseur et un muscle fléchisseur, arrivé au niveau de la substance grise, il va y avoir en réalité une ramification. Ce neurone-là, qui est là, l'axone, va se diviser en 2 axones. Il va y avoir ici un axone qui va venir faire synapse avec N1 et un autre axone qui va faire synapse avec un interneurone. C'est bon? De sorte que quand la stimulation a été effectuée, un courant biologique s'est propagé le long de l'axone, arrivé au niveau de la substance grise. Le courant biologique est divisé en 2 quantités de courant. Donc, le courant biologique issu d'une seule stimulation qui devrait en réalité provoquer la naissance d'un potentiel de repos avec un neurone postsynaptique. Mais puisqu'il s'agit de 2 neurones maintenant, puisque l'axone s'est ramifié avec un autre, il va y avoir division en réalité du courant biologique. Quand le courant biologique est divisé en 2, qu'est-ce qui va se passer? La quantité de neurotransmetteurs qui va être déversée dans la fente avec la synapse IAN1 et la quantité de neurotransmetteurs qui va être déversée dans la fente formée par IA et l'interneurone, ce sera une faible quantité de potence, ce sera une faible quantité de neurotransmetteurs. Donc, cette faible quantité de neurotransmetteurs va provoquer en réalité un potentiel postsynaptique qui va être enregistré au niveau du corps cellulaire N1. Au niveau du corps cellulaire N1, ce sera un potentiel postsynaptique excitateur. Mais puisque, chers élèves, la quantité de neurotransmetteurs déversés dans la fente est faible, l'amplitude du potentiel postsynaptique excitateur sera faible, de sorte que le potentiel postsynaptique sera en réalité, ne va pas atteindre le seuil de stimulation ou bien le seuil en réalité pour créer un potentiel d'action au niveau de l'axone de N1, plus précisément au niveau de O2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps cellulaire qui est à ce niveau-là et l'axone qui est à ce niveau-là sont séparés par une structure appelée cône axonique. Ce cône axonique, il est caractérisé comme étant la région la plus concentrée en canaux de Na+ et en canaux de K+, de sorte que quand le potentiel postsynaptique enregistré au niveau du corps cellulaire de N1 dépasse le seuil de stimulation, ce potentiel postsynaptique peut se propager jusqu'au niveau du cône axonique localisé au niveau, en réalité, de O2. Quand il se propage jusqu'à ce niveau, il sera capable de créer l'ouverture de beaucoup de canaux de Na+, et conséquence, entrée massive des ions Na+, pour provoquer une dépolarisation qui sera suivie d'une repolarisation, donc d'un potentiel d'action. Par contre, à ce niveau-là, souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Ici, lorsque l'axone arrive au niveau de la substance grise, il se ramifie, donc le courant biologique qui va circuler va se diviser en 2. Donc, l'axone, en réalité, la quantité de substance chimique qui va être déversée dans la fente là, va être une faible quantité. Donc, le potentiel postsynaptique sera un potentiel postsynaptique excitateur n'atteignant pas le seuil de stimulation, de sorte que elle va en se propageant, elle va se propager, mais finira par disparaître avant d'arriver au niveau du cône axonique. Voilà pourquoi, chers élèves, puisque le potentiel postsynaptique, en se propageant,
il n'arrive pas au niveau du cône axonique, il disparaît avant d'arriver là-bas du fait de sa faible amplitude. On va enregistrer en O2 un potentiel de repos. Voilà pourquoi voici l'origine du potentiel de repos enregistré en O2. Maintenant, voyons l'origine du potentiel de repos enregistré en O3. Donc, en O3, regardez bien où est placé O3. O3 est placé au niveau de N2. O3 est placé au niveau de O2. Mais ici, regardez ce qui s'est passé. Puisque nous avons ici un muscle fléchisseur, comme l'indique en réalité la figure, nous, on sait que pour qu'il y ait extension à ce niveau-là et qu'il y ait en même temps une flexion à ce niveau-là, il faut qu'il y ait en réalité une inhibition de ce muscle-là. Donc, pour qu'il y ait une inhibition, il faut qu'il y ait une propagation en réalité des influx nerveux sous la forme de, en réalité, avec une inhibition. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit que, arrivé au niveau de la substance grise, l'axone va se ramifier, il va créer ici une autre synapse avec un interneurone. Cet interneurone-là, son rôle est d'inhiber. Lui également, il va créer au niveau du cône postérieur à ce niveau-là, il va créer une synapse, il va former une synapse avec le neurone N2. Et cette synapse-là sera une synapse inhibitrice. Puisque cette synapse-là sera une synapse inhibitrice, voilà pourquoi on va enregistrer au niveau de O3 un potentiel de repos. Donc, ici, il va y avoir inhibition. Donc, l'inhibition, quand le PPSI se propage, il ne va pas créer un potentiel d'action à ce niveau-là. C'est pourquoi on enregistre un potentiel de repos. C'est lié au fait que, en réalité, c'est une information nerveuse qui circule à ce niveau-là, mais sous la forme, en réalité, d'une inhibition. C'est bon? Donc, maintenant, expliquons l'origine du potentiel d'action enregistré en O2. Chers élèves, pour comprendre cela, il faut relire le texte. Suivez ici, on vous dit, dans un deuxième temps, on applique sur la même fibre IA une série de stimulations. C'est une série de stimulations rapprochées et efficaces. Donc, ce n'est pas une seule stimulation, contrairement à ce qui avait été fait dans la première expérience, où il y avait une seule stimulation. Cette fois-ci, c'est une série de stimulations qui sont déjà rapprochées, mais également qui sont efficaces. Quelle sera la conséquence de ça? Eh bien, regardez ce qui va se passer. Malgré la ramification de l'axone à ce niveau-là et la division de la quantité de messages nerveux véhiculés, puisqu'il y a beaucoup de stimulations qui vont être réalisées à ce niveau-là, la synapse-là étant une synapse entre IA et N1 qui va au niveau du muscle extenseur, donc le muscle qui se contracte, ça indique quoi? Ça indique que c'est une stimulation qui a lieu ici et donc c'est une synapse excitatrice. C'est une synapse excitatrice et en réalité, c'est également des neurotransmetteurs excitatrices qui vont être déversés. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer en réalité, c'est le phénomène qu'on appelle un phénomène de sommation qui va avoir lieu ici. Donc, le corps cellulaire de N1 va intégrer tous les messages, va en réalité additionner l'effet de toutes les stimulations rapprochées qui ont été effectuées au niveau de l'IA. Et elle va sommer tous les effets là. Quand elle somme tous les effets, ce qui va engendrer une ouverture de beaucoup de canaux de Na+. Puisque les stimulations sont rapprochées, elles vont engendrer une ouverture de beaucoup de canaux de Na+ au niveau du corps cellulaire, ce qui va être suivi par une entrée massive d'ion Na+ ici. Donc, cette entrée massive est à l'origine de la dépolarisation qui est marquée à ce niveau-là, qui va être suivie par une repolarisation, donc la naissance d'un potentiel d'action. Bref, il faut comprendre que le neurone N1 va réaliser ce qu'on appelle une sommation temporelle. La sommation temporelle est à l'origine, en réalité, est à l'origine du potentiel d'action qui a été enregistré au niveau de O2. C'est bon? Ops,
observons ce qui se passe maintenant. Expliquons l'origine, pourquoi on a enregistré un potentiel de repos ici et un potentiel d'action ici et un potentiel de repos ici. Regardez bien, le potentiel de repos, il est en réalité enregistré au niveau de O3 qui est localisé sur le neurone N2 qui va au niveau du muscle fléchisseur. Donc, c'est une inhibition qui a lieu ici. Malgré la quantité de neurotransmetteurs qui va être déversée au niveau de la synapse, entre l'interneurone et le neurone N2, on ne va jamais enregistrer un potentiel d'action à ce niveau-là. C'est lié au fait que l'interneurone va libérer dans la fente une substance inhibitrice de la famille de GABA. Donc, cette substance inhibitrice, quelle que soit sa quantité, ne va jamais provoquer en réalité la naissance d'un potentiel d'action, mais ce sera toujours un potentiel de repos qui va être développé à ce niveau-là, qui va être enregistré. Donc, en résumé, retenez que lorsque la quantité de neurotransmetteurs est très importante, au niveau de la fente synaptique, si elle est excitatrice, elle sera capable de provoquer un PPSE qui dépasse le seuil de stimulation, qui pourra se propager jusqu'au niveau du cône axonique et engendrer la naissance de potentiel d'action, c'est ce qui s'est passé ici. Par contre, ici, vous avez deux synapses. Premièrement, vous avez la synapse formée entre IA et l'interneurone, qui est une synapse excitatrice. Ensuite, vous avez une deuxième synapse qui est une synapse inhibitrice, qui est formée par l'interneurone et le neurone N2. Donc, quelle que soit la quantité de GABA, on aura toujours en réalité, un potentiel de repos à ce niveau-là. C'est bon? Donc, voici comment on pouvait répondre à cette première question. Deuxième question, c'est une suite logique de la première. On vous dit réaliser un schéma de synthèse. Donc, voici le schéma que nous vous proposons de voir. En effet, vous avez les 5 temps d'un acte réflexe. Vous avez d'abord, en réalité, les 5 éléments d'un acte réflexe. Vous avez le récepteur sensoriel qui est constitué par le fuseau neuromusculaire. C'est un fuseau qui est formé par des myofibrilles, c'est-à-dire par des fibres musculaires que vous voyez à ce niveau-là, et des fibres nerveuses qui vont l'enrouler. C'est bon? Ensuite, vous avez ici le neurone sensitif. Le neurone sensitif, il prend naissance, il part du fuseau neuromusculaire et il part il va au niveau de la moelle épinière et il passe à travers la racine dorsale. La racine dorsale, le corps cellulaire va être logé à ce niveau-là. Ça, c'est une dendrite. C'est une dendrite que vous avez de ici, du récepteur sensoriel jusqu'au niveau du ganglion spinal que vous avez ici. Ensuite, il va y avoir un axone. L'axone est ramifié. Regardez les ramifications. Voici une ramification. L'axone est ramifié. D'abord, il va aller réaliser ce qu'on appelle une synapse entre IA et N1, c'est une synapse excitatrice. Voilà pourquoi on a mis le plus. Cette synapse excitatrice, c'est elle d'ailleurs qui sera à l'origine de la contraction du muscle M1 qui est le muscle extenseur. Ensuite, vous avez une deuxième synapse de IA avec une structure appelée interneurone que vous avez ici. Cet interneurone-là va à son tour faire une synapse avec le neurone N3 et c'est une synapse inhibitrice. C'est la synapse inhibitrice-là qui est à l'origine, en réalité, de la flexion réalisée par le muscle M2 qui est le muscle fléchisseur. Donc, bref, vous avez le récepteur sensoriel qui est le fuseau neuromusculaire. Vous avez le neurone sensitif qui est en réalité IA. Vous avez là, ici, le centre nerveux qui est la moelle épinière. Ensuite, vous avez les neurones moteurs qui sont le neurone N2 et le neurone N3. Et enfin, vous avez les organes effecteurs qui sont les muscles extenseurs M1 et le muscle fléchisseur M2. Donc, chers élèves, qu'est-ce qui s'est passé? La stimulation, l'étirement du muscle extenseur
a provoqué sa contraction. C'est ça qu'on appelle en réalité l'étirement du même muscle a provoqué la contraction du muscle. C'est-à-dire le réflexe myotatique, c'est la contraction du muscle à la suite de son propre étirement. Et le réflexe myotatique, comme vous le voyez ici, regardez bien, il est monosynaptique. Regardez, il n'y a qu'une seule synapse entre le neurone sensitif et le neurone moteur. C'est ça leur caractéristique fondamentale. Et également, retenez que, regardez, c'est le muscle extenseur qui a été excité, c'est lui qui a été également, c'est lui qui s'est contracté. C'est bon? Et il est monosynaptique. Donc, mais il est important de comprendre que ces deux muscles-là sont appelés muscles antagonistes. Le muscle extenseur et le muscle fléchisseur sont appelés deux muscles antagonistes. Pour que le muscle extenseur se contracte, il faut que le muscle fléchisseur se relâche. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait en réalité une ramification, l'intervention d'un interneurone inhibiteur pour provoquer en réalité l'inhibition de ce muscle-là entraînant sa flexion. De sorte que la contraction de ce muscle va avec l'inhibition de celui-là. Ces deux muscles sont appelés muscles antagonistes. Voilà pourquoi on a choisi le titre Innervation réciproque des muscles antagonistes. Chers élèves, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Merci et à très bientôt.